Ah oui, non, tout il est là. Messieurs, dames, installez-vous. Ici. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ou re-bienvenue au festival Politeia, co-organisé par la ville de Thionville et l'association Démo et Débat. Je souhaite également la bienvenue à nos trois invités. Juliette Noël, vous êtes journaliste spécialisée en enjeux écologiques. Vous êtes également la créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique. Et vous êtes donc conférencière sur l'adaptation. Bienvenue à Thionville. Daniel Béguin, vous êtes ancien vice-président de la région Lorraine et vous avez fondé les conservatoires des sites lorrains et présidé les conservatoires nationaux, si je ne m'abuse. Bienvenue également. Et enfin, Lucille Schmid, vous êtes une femme politique, vous étiez engagée au PS puis à EELV. Vous êtes la cofondatrice du think tank La Fabrique écologique. Vous avez notamment animé les groupes de travail Les citoyens en reconversion professionnelle, un potentiel pour l'économie locale et écologique, et de la recherche à l'action politique, la science au service du développement durable des territoires. Bienvenue à Politeia, bienvenue à Thionville. Nous allons donc parler tous ensemble ce midi d'écologie et de la notion de progrès, qu'il y ait ou pas. Et donc, quand on pense au progrès, on pense très rapidement aux nouvelles technologies et à la technologie en général. Donc, le progrès technique a été un fort vecteur d'amélioration, de l'augmentation du niveau de vie, mais a aussi causé une augmentation sans précédent de la consommation d'énergie, dominée encore aujourd'hui largement par le charbon et le pétrole. À titre d'exemple, entre 1995 et 2018, la consommation de charbon a augmenté 12 fois plus que celle du solaire et 5 fois plus que celle de l'éolien. Donc aujourd'hui, certains entrepreneurs ou représentants politiques font la promotion des nouvelles technologies comme une solution au dérèglement climatique. C'est ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Ça peut se retrouver dans plein de choses, mettre des capteurs de dioxyde de carbone en sortie d'usine ou donner des pilules, des compléments alimentaires aux vaches pour réduire leurs émissions en méthane. On va plonger dans le vif du sujet avec vous, Lucille Schmid. Peut-on et doit-on attendre des nouvelles technologies, des avancées notoires en matière d'écologie ? Écoutez, merci de cette invitation, ravie d'être là. Et votre question fait évidemment bien le lien avec le débat qui vient d'avoir lieu sur l'intelligence artificielle, qui nous a plongé dans l'histoire du numérique, de l'informatique. J'ai noté que ce qui avait été dit, par exemple, que sur cet outil, sur cette question d'innovation technologique, on était plus libre dans les années 80 qu'aujourd'hui et qu'il y avait un enjeu de surveillance. Alors, il est difficile de répondre à votre question sans faire une réponse de Normande, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on sait très bien que lorsqu'on est écologiste, l'un des premiers principes, c'est de tenir compte du fait que l'être humain n'est pas seul au monde, qu'il est dans un écosystème, et de tenir compte, deuxième chose, des limites planétaires. À partir du moment où vous prenez en considération les limites planétaires et le fait que nous ne sommes pas seuls au monde, cela implique évidemment une nouvelle définition de ce qu'on appelle le progrès. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans son acception, dans le débat, par exemple sur Elon Musk ou Donald Trump, ou même le président de la République en France, sur ces enjeux de progrès, la question des limites planétaires et la question du fait que l'être humain n'est pas seul au monde, qu'il doit prendre en considération les êtres non humains, tout ce qui relève de la nature, tout ce qui relève des animaux, des plantes, tout ce qui relève aussi de l'absence de frontières, c'est-à-dire de ne pas se limiter à l'État-nation. Je ne suis pas sûre que dans cette acception, le terme de progrès puisse être acceptable lorsqu'on est écologiste. En ce qui concerne les récits technosolutionnistes, comme vous le dites, il faut peut-être expliquer en quoi consiste un récit technosolutionniste. C'est un récit qui va nous expliquer, l'histoire, c'est que la technique permettra de résoudre les problèmes qui se posent à nous et permettra aussi à l'humanité d'aller plus loin, de progresser d'une certaine manière, j'allais dire, dans un futur sans limite. C'est par exemple Elon Musk nous disant qu'il faut engager la conquête spatiale et le transhumanisme, au fond échapper à la vie et à la mort grâce à la technique. Donc en ce sens, je suis évidemment contre un récit technosolutionniste.
Mais ce n'est pas pour autant, et je ne vais pas être trop longue, que je suis anti-technique, parce qu'il me semble que dans un bon usage de la technique, on peut évidemment mettre la technique au service d'une prise en considération des limites planétaires, d'une prise en considération de la transformation de nos modes de vie. Mais j'insisterai sur une dernière chose, c'est que lorsqu'il s'agit d'écologie, les enjeux de préservation, les enjeux de laisser de côté notre mode de vie, les enjeux de respecter d'autres êtres que nous-mêmes, c'est un enjeu central. Et je pense que cet enjeu de préservation, c'est évidemment laisser de côté la technique. Et il y a à la fois réserver la technique à certains usages et il y a laisser de côté la technique. Lorsqu'on est protecteur de la nature, il y a aujourd'hui un grand débat sur la question de est-ce qu'il faut laisser de côté, complètement préserver certaines zones de nature puisqu'elles sont aujourd'hui très dégradées et parce que nous avons une relation de domination à la nature, ou est-ce qu'il faut organiser de manière raisonnée la possibilité d'accéder à certains espaces de nature. C'est un grand débat entre les protecteurs de la nature et je ne vais pas le résoudre tout de suite, mais il me semble que ça dit quelque chose aussi de notre relation à la technique. Vous savez, lorsque nous avons été confinés en 2020, ce qui a été très frappant, c'est combien la nature se sentait mieux. Notre confinement a aidé les êtres non humains à se ressentir chez eux. Et donc, en ce sens, ne plaçons pas la technique au centre de notre avenir, sachons lui donner la bonne place. Et pour revenir à ce discours techno-solutionniste dont parlait Lucille Schmitt, Juliette Nouel s'est poussée plutôt par les entrepreneurs, les grands patrons. C'est un courant de pensée majoritaire dans l'entreprise, vous qui êtes formatrice notamment ? Alors, évidemment que les entreprises, les grandes entreprises reposent essentiellement sur le progrès technique, mais est-ce qu'elles vont dire qu'elles sont technophiles ou technosolutionnistes ? Elles ne vont pas forcément le dire comme ça, puisque derrière, il y a un petit côté péjoratif voilà, qu'elles ressentent. Mais en tout cas, elles ont beaucoup de mal à envisager un progrès qui ne soit pas fondé, basé sur la technologie, ça c'est certain. Et c'est quelque chose que vous essayez d'expliquer lorsque vous faites des formations ou des conférences sur la fresque du climat notamment ? On essaye. Alors, je suis surtout, moi, comme formatrice sur l'adaptation au changement climatique. Et voilà. Et on essaye d'expliquer qu'effectivement, ce n'est pas la technologie qui va nous sauver de ce qui nous arrive, notamment d'un point de vue climatique et effondrement de la biodiversité, oui. Parce qu'on va toujours nous ressortir des exemples liés à la techno et c'est évidemment pas ça la solution. Je me tourne vers vous désormais, Daniel Béguin. Est-ce que cette fuite en avant vers les nouvelles technologies comme solution parfois miracle au dérèglement climatique, ce n'est pas un prétexte pour repousser des décisions politiques fortes et courageuses dont on aurait peut-être besoin ? Beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je suis frappé parce que j'ai une petite carrière politique pendant 25 ans. Et les partis politiques que je côtoyais à l'époque, même les plus progressistes, disait-on, étaient totalement persuadés qu'en utilisant la technologie, on allait sauver le monde et on allait résoudre tous nos problèmes. Les problèmes s'accumulaient devant nous, bien évidemment, et à chaque fois, j'entendais ce genre de discours, qui était d'ailleurs le prétexte à ne rien faire, à ne pas s'engager véritablement dans une transformation profonde. Donc on est aujourd'hui presque au pied du mur, hein. Je voudrais revenir sur la question de la biodiversité. Quoi qu'on dise, quelle que soit la technologie qu'on va mettre en place, le vivant s'effondre, la biodiversité s'effondre. Alors je parle à des gens qui bon, c'est pas une critique, hein, je pense que vous ne savez pas ce que c'est qu'une pygriche écorcheur, une drosera ou une jonquille, enfin il y a peut-être des espèces que vous connaissez, mais globalement, sachez bien que la biodiversité s'effondre, mais elle s'effondre de manière considérable. Je suis ornithologue depuis 40 ans, et depuis 40 ans, c'est vraiment une disparition qui au départ était latente et qui maintenant arrive à un seuil qui devient impossible. On ne sait pas recréer une espèce animale. Quand on détruit un écosystème comme une tourbière, quelle que soit la technologie qu'on peut imaginer, on ne sait pas recréer une tourbière.
parce que ce sont les conditions pédologiques, édaphiques, climatiques, et puis la présence effectivement d'un espace de tourbe qui est extrêmement important. On ne sait pas faire ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution technologique à la préservation de la biodiversité. Le seul moyen serait effectivement de préserver de grands espaces, de changer complètement nos modes de production, d'arrêter la production de pesticides. Je rappelle que la France, en tête d'habitants, est le plus gros consommateur de pesticides au monde, en tête d'habitants. Et ça a une incidence tout à fait considérable. Il faut arrêter de décapitaliser les forêts. Enfin bref, il faut arrêter de mettre notre empreinte partout, parce que l'homme, aujourd'hui, est présent partout sur l'ensemble du territoire. Et donc, je ne crois pas du tout à ces solutions. Et d'ailleurs, si j'osais le dire, je suis extrêmement pessimiste. Extrêmement pessimiste. Parce que l'humanité progresse en nombre, parce que les besoins sont de plus en plus importants, considérables, parce que les ressources sont convoitées partout, y compris dans les espaces dont on considérait qu'ils étaient un peu épargnés, comme aujourd'hui l'Arctique, demain l'Antarctique. Et il n'y a pas un endroit où l'homme ne pose pas son empreinte. Et quand il pose son empreinte sur cet endroit, ce n'est pas pour le préserver, c'est pour l'exploiter, c'est pour le dilapider, c'est pour faire disparaître toutes ces ressources au profit d'une consommation de plus en plus importante sur l'ensemble de la planète. Et moi, je ne suis vraiment pas optimiste du tout là-dessus. Je dirais tout à l'heure, je pense qu'on a des pistes, des solutions, mais ces solutions sont d'ordre purement culturel, c'est des solutions de conscience. Voilà. Juliette, Noël. Oui. Non, je veux bien refaire une petite introduction parce que... Oui, allez-y. Voilà. Non, parce que je vois qu'il y a des jeunes parmi nous et c'est quand même très sympa de s'adresser aussi à des jeunes de lycée peut-être, c'est ça ? Voilà. Non, je voudrais dire qu'aujourd'hui, quand on parle de progrès, et comme vous l'avez très bien dit, Corentin, on entend tout de suite progrès technologique. Et ce qu'il faut essayer de faire maintenant, c'est de séparer, de décorréler l'idée de progrès de l'idée de la technologie. La technologie, elle a pris son essor dans ce qu'on appelle la révolution industrielle il y a environ 200 ans grâce à l'exploitation des énergies fossiles. Mais ce progrès technologique, en fait, il contient en lui-même le germe de sa propre mort. Tout simplement parce qu'on est en train de foutre en l'air, pour le dire clairement, tous les écosystèmes naturels et que donc, en fait, le progrès, il a besoin des écosystèmes, il a besoin des ressources naturelles pour continuer et il tue ce qui l'alimente. Et par ailleurs, les ressources naturelles et notamment les énergies fossiles, elles sont en quantité limitée sur Terre. Donc cette espèce de parenthèse enchantée qui a été le progrès technologique, qui a commencé à peu près en 1850 et qui va vraisemblablement s'arrêter, mettons, en 2050, c'est vraiment une toute petite parenthèse dans l'histoire de l'humanité. C'est lié à l'exploitation des énergies fossiles qui sont en train de complètement dérégler le climat et contribuer à l'effondrement de la biodiversité. Et c'est une parenthèse à la fois enchantée et dévastatrice. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Et toute la question, il faut vraiment avoir conscience que c'est une virgule dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on est en plein dedans, on est plutôt vers la fin. Et comment est-ce qu'on va se sortir de ça ? C'est vraiment la question. Mais j'insiste, le progrès, si certains ont des souvenirs de latin ou en font encore, progrès, c'est avancer, c'est l'avancement, c'est marcher en avançant. Et moi, je pense qu'on peut marcher, avancer, mais sans avoir toujours l'idée que ça soit technologique. Et je vais en terminer là-dessus, mais évidemment, je ne suis pas en train de jeter tous les progrès technologiques. Ça nous a permis une bien meilleure santé, beaucoup de confort, une meilleure alimentation, une mobilité complètement folle aujourd'hui. Mais voilà, ça a permis tout ça. Ça a permis aussi, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes filles, mais il y a aussi des garçons dans la salle, mais ça a permis aussi, d'une certaine façon, la libération de la femme. Parce que, avec tout le matériel électroménager, ça a permis que les femmes se mettent à travailler, même si elles en font toujours beaucoup trop, mais bon, à la maison, j'entends, mais c'est un autre débat. Donc, on ne va pas tout jeter, mais il faut juste savoir que ça va s'arrêter, parce que les ressources pétrolières et gazières sont en nombre limité et que de toute façon, on est en train de détruire
la branche sur laquelle on est assise. Donc il faut absolument imaginer autre chose. Et justement, sur l'appauvrissement des ressources pétrolières et en charbon, il y a un projet qu'on nous agite beaucoup devant les yeux pour résoudre ce problème d'énergie, c'est la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, on a eu très récemment à Bordeaux un record, on a maintenu un plasma pendant 22 minutes, c'est un record mondial. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ça, ou alors c'est un mirage qui mettra de toute façon beaucoup trop de temps à arriver pour sauver quoi que ce soit? Alors je ne sais pas, peut-être Daniel ou Lucille. Je pense qu'on ne peut pas... c'est encore une fois un plan sur la comète, hein, la fusion nucléaire. On en parlait il y a déjà 20 ou 30 ans en disant que ça serait une solution avec une énergie illimitée. À l'époque, on nous avait dit peut-être qu'en 2100, on arrivera à maîtriser le dispositif. Hein. Donc même si technologiquement, on a fait quelques petits progrès et quelques petits pas, moi, je n'y crois pas. En plus, c'est une énergie centralisée. Le principe d'une énergie centralisée, c'est-à-dire qu'elle permet à ceux qui produisent de l'énergie de détenir le pouvoir. Et moi, je suis de ceux qui pensent que l'énergie doit être décentralisée, fabriquée au plus près des territoires et des besoins des habitants, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'épanouissement, en tout cas, et surtout pour faire en sorte que cette énergie ne soit pas fragilisée. Bon, on voit les conflits aujourd'hui. Regardez, imaginez ce qui se passe à Zaporizhzhia. Si demain, pour tas de raisons, hein, une petite erreur matérielle fait qu'une petite bombe tombe sur cette centrale nucléaire qui est déjà extrêmement vétuste, on va se poser la vraie question des nucléaires partout dans le monde en se disant pourquoi on a laissé faire des centrales nucléaires, énergie centralisée, énergie à risque, alors qu'aujourd'hui, il faut absolument développer nos énergies décentralisées. Donc je ne crois pas à ce type de solution. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, madame, c'est Elon Musk qui nous dit « Vous inquiétez pas, si la Terre va mal, on va aller demain sur Mars ». Ben non, ça c'est les conneries. Objectivement, non, il faut faire en sorte que nous soyons conscients de la fragilité de notre planète et que nous assumions pleinement nos responsabilités en tant que concitoyens. Oui, moi je pense que votre question, Corentin, pose la question de notre relation à l'énergie de manière plus générale. D'abord, je voudrais insister sur le fait, par rapport à ce que nous avons commencé à dire, que certes, les ressources de gaz et de pétrole sont peut-être moins abondantes, mais encore, on trouvera sans doute de nouvelles technologies pour les exploiter, comme le gaz de schiste, qui il y a une quinzaine d'années était considéré comme une technique qui serait une technique, qui n'était pas préconisée, et aujourd'hui qui permet aux États-Unis d'être le premier exportateur de pétrole et de gaz au monde. Donc on est dans une situation extrêmement polluante par ailleurs. Exact, c'est une technique extrêmement polluante effectivement. Mais donc ce qui est intéressant, c'est plutôt ce que disait, je ne me rappelle plus comment s'appelle cette ONG, cette association qui déjà dans les années 2000 disait si on veut vraiment organiser un modèle de vie écologique, il faut laisser 80% des réserves de charbon dans le sol, 70% je crois sur le pétrole et au moins 50% sur le gaz. Donc soyons conscients collectivement qu'il y a trop de pétrole, trop de gaz, beaucoup trop de charbon s'il s'agit d'avoir une planète qui soit une planète viable dans laquelle l'humanité pourra continuer à vivre avec les autres espèces et avoir du bien-être. Ça, c'est un premier point. Ensuite, par rapport au nucléaire, moi j'observe qu'il y a une dizaine d'années, le nucléaire était en perte de vitesse à l'échelle mondiale et qu'au niveau français, vous vous rappelez sans doute qu'au moment où on a signé l'accord de Paris en 2015, on a adopté en même temps une loi de transition énergétique en France qui disait qu'il fallait réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50%, alors qu'elle était autour de 75 à 80%. Donc on était dans une situation où on critiquait le nucléaire et on considérait qu'il valait mieux diversifier les sources d'énergie et de production d'électricité. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée de la décentralisation. Il faut aussi l'adosser à l'idée de la diversification, sachant qu'en France, c'est vrai, nous avons produit maintenant de longue date une électricité qui est décarbonée et qui est une électricité produite par le biais du nucléaire. Mais dans d'autres pays européens, la production d'une électricité décarbonée se fait grâce aux énergies renouvelables que vous connaissez, qui sont le photovoltaïque, qui sont l'énergie solaire, qui sont l'énergie hydraulique, qui sont l'énergie éolienne. Donc on est dans une situation où le naturel reprend toujours le dessus, si je puis dire, et aujourd'hui le nucléaire fait un retour en force
remarqué, y compris par l'idée de nouvelles technologies, mais surtout avec l'idée qu'au fond, c'est la manière la plus efficace de préserver le climat. Et ça, c'est évidemment un raccourci qui peut rassurer à court terme, mais qui a de très nombreuses limites. La première, c'est qu'il n'y a pas de pensée magique en matière de nucléaire. Lorsqu'il s'agit de construire aujourd'hui ces grosses centrales nucléaires, ces EPR, on le sait par rapport au chantier de Flamanville dans le Cotentin, il y a 10 ans de retard sur le chantier, il y a un budget qui a été multiplié par 4 ou 5, et donc on est dans des situations, si vous voulez, où il n'y a pas de pensée magique, il y a une inertie lorsqu'il s'agit de produire de l'électricité, et de ce fait, l'idée de la diversification est essentielle. La deuxième chose, c'est que le nucléaire, dans les années 70, a été construit en France sans aucune délibération démocratique, sans aucun débat. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il s'agit d'énergie et d'électricité, l'idée, c'est une question technique, et sur ces questions techniques, au fond, les choses échappent au peuple, on ne peut pas en discuter avec tout le monde, et la centralisation, elle égale aussi un mode de gestion technocratique, c'est-à-dire confié à quelques-uns, en l'espèce, le corps des ingénieurs des mines. Donc, si on veut de la démocratie pour faire l'écologie, et le chantier énergétique est un chantier essentiel, central là-dessus, il faut évidemment envisager les choses différemment et au moins discuter s'il s'agit de mettre plus de nucléaire, au moins discuter s'il s'agit de diversifier les choses et au moins discuter s'il s'agit de décentraliser la production énergétique. Et puis je terminerai en disant une chose, c'est qu'on ne parle pas assez. Alors le terme de sobriété, c'est pareil, il avait le vent en poupe il y a 2-3 ans. Puis maintenant qu'on retourne à l'idée que la guerre est devant nous, la sobriété a été passée par perte et profit. Mais qu'est-ce que ça signifie la sobriété ? Ça signifie 2 choses. La première, c'est que c'est un terme qui renvoie aussi à la conscience individuelle, à ce que nous sommes, à ce qui est important pour nous. On va en reparler juste après la sobriété de la décroissance. Je voudrais quand même dire que dans l'écologie, et on l'a senti, je pense, dans nos 3 interventions, il y a quelque chose qui relève aussi bien de l'engagement personnel que de l'engagement collectif. Il faut faire société écologique, mais il faut aussi que chacun se pose la question de ce qu'il fait tous les jours, au quotidien, et de comment est-ce qu'il mène sa vie. Et ce terme de sobriété, là où il est intéressant, c'est qu'il associe d'une certaine manière l'énergie, j'allais dire au sens physique, et l'énergie sociale et l'énergie intime. L'énergie, c'est un terme générique qui, lorsqu'on le pose, doit permettre de renvoyer à soi. Vous savez, le matin, vous vous levez avec de l'énergie ou vous vous levez sans énergie quand vous allez au lycée ou où que ce soit. Il y a des choses qui procurent de l'élan, de la dynamique. L'énergie, c'est bon pour ça. Et ce n'est pas seulement un terme technique, je voudrais vraiment terminer là-dessus, ce n'est pas un terme qu'il faut réserver à quelques-uns. Les débats sur l'énergie nous concernent tous. Et effectivement, on reparlera de sobriété et on reparlera de ce qu'on peut faire chacun un peu plus tard. Juliette, je vois que vous vouliez réagir et je voulais vous interroger sur un sujet aussi qui vous tient à cœur. On en a un petit peu parlé juste avant, puisqu'on ne peut pas parler aujourd'hui de technologie sans parler d'IA. Vous avez esquissé la question tout à l'heure, Lucille Schmitt. Est-ce que l'IA, avec les perspectives qu'elle ouvre, notamment pour la recherche par exemple, mais aussi sa forte consommation d'énergie, est-ce que c'est une opportunité ou un risque ? Alors, juste avant, je voudrais dire, d'une façon générale, quand vous entendez parler d'un projet technologique et d'un progrès technologique, il faut toujours se poser 2 questions. 1, est-ce que c'est déployable à l'échelle mondiale rapidement ? Ça, c'est la première. Et 2, qui est très corrélée, combien ça va coûter ? Et une fois que vous avez posé ces 2 questions, dès qu'on vous parle d'un progrès technologique, il y en a une troisième ? Qui maîtrise. Oui, et qui maîtrise, effectivement. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a presque plus rien qui tienne le coup dans les délais impartis, puisqu'on est au bord du gouffre, que ce soit climatique ou biodiversité. Je donne juste un exemple. On entend pour le climat tout le temps parler de « Ah oui, on va capter le CO2 dans l'atmosphère, et puis on va le stocker, et puis on va résoudre le problème du climat comme ça. » Mais c'est totalement débile. Pour capter le CO2 dans les proportions, dans les quantités qu'il faudrait, voilà, ça nous demanderait tellement d'énergie, il faudrait en mettre tellement partout. Et aujourd'hui, on arrive à capter une quantité infime de CO2. Donc, vraiment, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est déployable à l'échelle mondiale ? Combien ça va coûter ? Et effectivement, qui détient la maîtrise de la technologie ? Pour en venir à l'IA, effectivement, Corentin me lance une perche parce que, bon, c'est vrai que je suis un petit peu en colère contre l'IA. L'IA, on en entend parler absolument partout, tout le temps. C'est devenu un peu la fée, la baguette magique qui va résoudre tous nos problèmes. Or, l'intelligence artificielle, elle a un énorme problème, c'est qu'elle est extrêmement énergivore. C'est qu'elle demande beaucoup d'électricité.
beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'électricité, et qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir répondre à tous les besoins. L'électricité, on en a énormément besoin pour assurer ce qu'on appelle la transition écologique et l'électrification d'usages qui aujourd'hui utilisent des énergies fossiles, comme évidemment la mobilité, les voitures. Alors je ne parle même pas de l'aviation qui est une aberration, de faire des avions électriques, mais la voiture, les déplacements du quotidien, et puis aussi on va avoir besoin d'électricité pour les usines, hein, on ne va pas abandonner toute la production industrielle, et puis on va avoir besoin d'électricité pour l'agriculture, hein, pour faire avancer les camions, pour les transports, enfin bon bref. Et donc si toute l'énergie disponible ou une grande partie est captée par l'intelligence artificielle pour des usages qui sont vraiment pas, cruciaux, hein, nécessaires, alors, évidemment qu'il y a des usages de l'intelligence artificielle qui sont importants, hein. Évidemment que l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux détecter des futurs événements climatiques, par exemple, ou à mieux détecter l'effondrement des écosystèmes dans certains endroits via... peut-être que mon voisin... Voilà. Mais le problème, c'est que l'usage de l'intelligence artificielle, il se massifie, hein, pour des usages, auprès de toute la population, hein, pour aller générer des images, pour aller poser des questions ou alors même pour avoir des dialogues avec des robots qui deviennent des amis, hein, plus que d'aller dialoguer avec ses voisins et ses voisines. Et donc, c'est cet usage-là qui n'est absolument pas nécessaire, qui va bouffer tellement d'énergie que ça en devient presque effrayant. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, on voit, alors il y a des jeunes, j'ai lu une enquête qui disait que les jeunes avaient multiplié par 2 en 6 mois leurs usages de l'intelligence artificielle pour poser des questions pour un oui ou pour un non, ou pour générer des images rigolotes. Mais c'est juste catastrophique. Par ailleurs, je voudrais aussi dire que certes, l'intelligence artificielle, elle va avoir du bon parce qu'elle va pouvoir prévoir, aider grosso modo à réduire notre consommation énergétique, mais par ailleurs, elle nous pousse à la surconsommation. Je vais donner juste un exemple. On met sur des caddies des capteurs pour aider les gens à faire leurs courses. Hein. On leur dit, tiens, la semaine dernière, vous avez acheté ça, voilà ce paquet de pâtes, donc pourquoi vous ne le rachetez pas? Et puis, avec ces pâtes-là, cette sauce est très bonne, et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a constaté qu'il y avait plus 10% d'achats quand les gens étaient aidés par ces petits capteurs qu'on met sur leur caddie. Donc, globalement, l'effet qui pousse à la consommation ou qui pousse à des usages non nécessaires va complètement contrebalancer les effets positifs. Et ça, c'est très grave. Et ce n'est pas assez dit. Donc, j'insiste là-dessus. Merci. Daniel et Lucille, très rapidement sur l'IA, s'il vous plaît. Très rapidement sur l'IA. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais vous raconter une anecdote. Mon neveu était numéro 2 de chez Dell Industries, européen. De quoi? Dell, très grande entreprise, etc., qui s'est spécialisée aussi dans l'IA et tout. Et un soir, on a longuement discuté sur l'IA, c'était il y a quelques années, déjà 7-8 ans, on a longuement discuté sur l'IA, puis on a discuté de la démocratie. Et il m'expliquait, les yeux dans les yeux, que l'IA va permettre d'orienter la future jeunesse, que l'IA va créer ce que j'appellerais des réflexes de vote, que l'IA allait vous amener à consommer tel ou tel produit, mais à voter pour telle ou telle personne et tel ou tel parti. Et il m'expliquait que la démocratie était quelque chose de perdu, que pour lui, de toute façon, le pouvoir était entre les mains de ces grandes entreprises, de l'intelligence artificielle, et que c'est eux, en définitive, pas les algorithmes, par le biais des algorithmes et par le biais des informations qu'ils allaient vous transmettre, par la façon dont ils vont susciter vos comportements de consommateurs, dont vous allez apprécier le fonctionnement du monde. Tout ça peut s'organiser, tout ça peut se mettre en œuvre. Et enfin, et en définitive,
c'est faire en sorte que les régimes politiques soient aux mains des pouvoirs de l'argent, et plus particulièrement de l'IA. Texto. Il m'a dit ça, texto. Et je lui ai dit, mais c'est une folie ce que vous êtes en train d'imaginer. Mais gardons bien à l'esprit que c'est un futur possible. Et j'en termine avec vous, c'est vous qui avez la solution, les jeunes là, plus particulièrement. Parce que vous allez être d'immenses consommateurs de l'IA. Et c'est à vous d'avoir une approche éclairée, prudente, de prendre ce que vous apparaît nécessaire et surtout d'avoir tout le recul au regard de la masse d'informations qu'on va tenter effectivement de vous apporter. Parce que c'est votre avenir, ce ne sera pas le nôtre en tout cas, mais c'est votre avenir et c'est la façon dont vous allez utiliser l'IA qui va faire que cette technologie sera soit un plus pour la compréhension et l'appréhension du monde, votre vie au quotidien, soit au contraire qu'effectivement, elle vous emmène vers des dérives inacceptables. Oui, moi, en 2 mots. Lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle, moi, j'ai pris l'habitude de parler avec mes enfants, 23 et 30 ans, parce que je les trouve infiniment plus qualifiés comme praticiens que moi. En revanche, lorsqu'il s'agit d'analyser les choses en termes d'enjeux de géopolitique et de puissance, lorsqu'on discute, je me sens parfois, je vais dire plus qualifiée, mais en tout cas plus intéressée de longue date par ces questions. Donc je pense que l'une des difficultés qu'on a sur l'intelligence artificielle, c'est à la fois effectivement d'en avoir, ce qui vient d'être dit, une pratique raisonnée. Là-dessus, on peut vous faire confiance parce qu'il me semble que la lucidité sur l'usage des nouvelles technologies, moi je l'ai souvent trouvée davantage chez des plus jeunes que moi. Mais comme la jeunesse n'est qu'un mot, ça dépend qui, ça dépend de chaque individu. Et lorsqu'il s'agit d'écologie, ce qui est clair, c'est qu'on doit apprendre à comprendre les processus et cesser d'être un consommateur qui se dit « je consomme et ça me suffira ». C'est vrai pour l'alimentation, il faut apprendre à savoir ce qui est sain, ces enjeux de santé. C'est vrai pour l'intelligence artificielle et l'usage du numérique. C'est vrai lorsqu'il s'agit aussi de regarder le discours des hommes et des femmes politiques. Et puis, moi, je voudrais dire une dernière chose sur l'intelligence artificielle, à la suite du sommet qui a eu lieu à Paris récemment, c'est qu'il y a un problème de dizaines ou de centaines de milliards magiques. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas susciter l'idée de ces milliards magiques et constater les mêmes milliards magiques sur la défense. Ceci dit, il y a des recoupements importants entre l'IA et la défense. Et puis, en même temps, dire qu'on va financer les enjeux de transition écologique. Et là, ce qui me frappe, c'est que les milliards consacrés à l'écologie disparaissent très rapidement, tandis que d'autres milliards apparaissent tout aussi rapidement sur la défense, sur l'intelligence artificielle, alors même que le déficit budgétaire à 6% doit nous obliger à faire d'importantes économies. Donc vous voyez bien qu'il y a un enjeu là-dedans, c'est l'incohérence et la manière de nous vendre successivement des choses qui en fait permettent de garder le même modèle de société consumériste où la croissance n'a pas de limite, plutôt que de s'intéresser à la transformation de notre modèle de société qui permettra que nous ayons un avenir commun et surtout vous, puisque vous allez vivre toute votre existence lorsqu'on est jeune au temps du dérèglement climatique. La vérité, c'est l'absence d'imagination, l'absence de détermination d'une grande partie de la classe politique lorsqu'il s'agit d'imaginer un autre modèle de société. L'IA, c'est pas seulement être raisonnable, c'est surtout essayer d'avoir de l'imagination et de porter un contrat social et politique écologique. Merci. Du coup, on va effectivement parler de ce changement de paradigme dont on a peut-être besoin. Face à toutes ces technologies, on a certains qui opposent une sobriété, voire une décroissance, en remettant en question donc, notre modèle de société actuel pour consommer moins et polluer moins. Lucille Schmitt, je me réadresse à vous. On peut changer. Alors, quelle différence faites-vous, Daniel Béguin, par exemple, entre sobriété et décroissance? Est-ce qu'il y en a une qui est le préalable à la seconde ou c'est deux approches complètement différentes? Alors, ce débat sur la croissance et la décroissance, qu'on connaît déjà depuis de très nombreuses années, moi, ça m'interroge parce que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est manichéen. Si on propose effectivement d'avoir un regard éclairé sur telle ou telle consommation d'énergie et d'essayer de réduire cette consommation d'énergie, on lui dit « Ah, vous êtes le partisan de la décroissance ». Et on ne peut pas vivre dans une société en décroissance puisque le principe même de notre société, c'est de croître. C'est effectivement la notion dont on parlait tout à l'heure. On avance sur cette notion du progrès.
Moi, je pense qu'il faut de la décroissance dans un certain nombre de secteurs. Il faut de la décroissance dans les transports. Il faut bien évidemment de la décroissance sur certains types d'activités économiques qui ont un impact considérable sur notre planète. Il faut de la décroissance sur la façon dont on consomme, par exemple, de l'habillement en permanence tous les jours, comme le font les uns et les autres. Mais il faut de la croissance du bonheur, il faut de la croissance de la santé, il faut de la croissance du partage, il faut de la croissance de la solidarité. Donc je ne peux pas imaginer cette espèce d'antagonisme. On ne peut pas être soit décroissant, soit croissant. Je pense qu'il y a des secteurs sur lesquels effectivement la décroissance s'impose. C'est incontournable, c'est absolument indispensable. Mais en contrepartie, il faut bien imaginer qu'effectivement, il y a des secteurs sur lesquels on doit progresser tous ensemble. Et donc, j'aurais tendance à mettre ces deux mots un peu de côté, les mettre vraiment de côté, et regarder comment on se positionne les uns et les autres, à la fois par nos comportements individuels et par nos approches collectives sur nos modes de consommation et sur nos modes de vie. Voilà. Juliette Nouel, est-ce que pour vous c'est une idée, ce dont Daniel parlait, c'est une idée qui fait son chemin chez les citoyens et en politique, ou c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé chez tout le monde? Je voudrais rebondir sur ce que mon voisin vient de dire, parce que je suis d'accord de laisser tomber ces deux mots de sobriété et de décroissance. D'abord parce que moi je constate très souvent que quand on dit sobriété, mais il y a plein de gens qui ne savent pas de quoi on parle. Alors, sobriété, pour eux, c'est boire moins d'alcool. Non, mais on ne se rend pas compte à quel point on est dans un entre-soi un peu élitiste autour de l'écologie et qu'on emploie des mots, on ressasse des mots que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc, sobriété, dans le langage courant, ça veut dire, ah oui, il est sobre, il boit moins d'alcool. C'est pas du tout, il s'achète moins de fringues, ou elle, il se déplace moins en avion, ou il mange moins de viande. C'est pas du tout ça, la sobriété. Donc déjà, je pense que c'est bien de parler avec le langage de tout le monde, et de même que la décroissance, en fait, c'est un mot qui n'a plus aucun sens tellement il a été galvaudé dans le débat économique. Et que, après, il y a des gens qui le vulgarisent très bien, mais je ne vais pas le faire à sa place, comme quelqu'un comme Timothée Paric, mais on est vraiment là dans des petits cercles. Et je pense que le débat, c'est plutôt, surtout auprès des jeunes qui sont dans la salle, c'est plutôt, au lieu de leur dire, est-ce que vous voulez faire un petit peu moins de tout ? Non, ils vont dire non, nous aussi, on veut profiter de tout. Et plutôt leur dire, est-ce que vous avez envie que... la nature, la biodiversité, les écosystèmes, ça continue à être beau autour de vous et que vous puissiez en profiter. C'est quand même vachement plus sympa comme question. Hein, et là, tout le monde va dire oui, et on va essayer de voir par où on peut passer pour arriver à ça. Et peut-être que les mots de ne plus continuer à croître vont arriver. Mais le côté décroissance, c'est négatif. Je voudrais quand même dire la définition que donne Timothée Paric, elle est super importante. La décroissance, c'est pas on arrête tout brutalement comme il s'est passé pendant le Covid. Non, la décroissance, c'est quelque chose qu'on planifie et qui marche sur deux jambes. Un, le respect des écosystèmes, enfin, pas le respect, mais la préservation des écosystèmes. Et l'autre jambe, super importante, c'est la justice et l'équité. Voilà. Donc la décroissance, elle est planifiée, elle respecte la nature et elle est juste et équitable. Et juste, je me permets de rebondir. Du coup, effectivement, sobriété, c'est un mot qui est peut-être un peu galvaudé. Qu'est-ce qu'on a comme autre mot pour définir cette approche qui est recouverte par la sobriété? Alors, Lucille, vous voulez répondre? Parce que je ne vais pas monopoliser. Non, mais je vous en prie, Juliette, si vous avez un mot. Moi en fait, je suis en désaccord avec ce que vous avez dit tous les deux, et je pense que c'est bien, parce que je crois que le terme de décroissance, il a un intérêt, c'est quand même deux choses. De montrer qu'on ne peut plus continuer comme ça si on veut avoir un avenir. Et donc, la croissance, elle est associée à un modèle de société. Et du coup, parler de décroissance, c'est vrai que ça choque, je suis d'accord, ça crée ce sentiment
mon Dieu, est-ce qu'on va être moins confortable? Mais vous savez, on a déjà compris qu'on allait être moins confortable, en fait. Moi, je pense que c'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'on a compris que la guerre risquait de revenir, on a compris qu'il y avait des catastrophes climatiques, on a compris qu'il y avait de la corruption et qu'il y avait un profond malaise démocratique. Donc, l'idée de dire que la croissance ne sera pas le remède à tout cela, autour de la décroissance, c'est ça, moi, que je vois se nouer. Il se trouve que je participe depuis maintenant 2 ans à un événement qui s'appelle Festival de la décroissance, qui a été créé autour de la députée Delphine Batho dans l'ouest de la France, dans les Deux-Sèvres. Et ce qui est assez passionnant, c'est que quand vous allez là-bas, vous ne vous attendez pas à qui vous allez rencontrer. D'abord, il y a 2000 personnes. Ça n'a pas été du tout relayé par la presse. Peut-être que ce n'est pas un hasard, mais enfin, on ne va pas être paranoïaque. Ce qui est intéressant, c'est que vous y trouvez, par exemple, si on va parler des jeunes, puisque il faut le faire là aujourd'hui, qui sont dans des grandes écoles ou pas d'ailleurs, mais qui en tout cas aiment l'économie. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas aujourd'hui de réfléchir à l'économie sans réfléchir à la décroissance. Alors que peut-être il y a 20 ans, ils n'auraient pas du tout eu cette approche. Ils auraient dit on réfléchit à la croissance, on réfléchit effectivement à des alternatives énergétiques, mais pas dans l'idée de décroître. Donc ça, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est les questionnements autour de la décroissance qui sont importants. Ce n'est pas évidemment de dire qu'on va aller vivre dans une hutte et de s'abstraire du monde. Ça me semble essentiel. Des mots qui sont provocateurs peuvent créer les bonnes questions. Donc c'est en ce sens que moi, je ne romprai pas avec le terme, mais j'aurais tendance à dire décroissance, post-croissance, remettons en cause la croissance de la même manière qu'on a commencé ce débat autour du progrès technique en disant le progrès technique n'est pas le progrès. Sur sobriété, je pense qu'une des difficultés, et c'est exactement ce que vient de dire Juliette, c'est que souvent ça renvoie au comportement individuel. Ça peut être la question de l'alcool, ça peut être tout simplement se dire aussi je me mets au régime, enfin je ne sais pas, un truc comme ça. Mais ça ne renvoie pas à l'idée du comportement collectif et des politiques. Or, on a essayé de transposer un terme qui est souvent vu de manière individuelle et plutôt dans l'idée que c'est une période de privation et puis ensuite on va pouvoir recommencer comme avant, dans l'idée du registre politique. Par exemple, la France a porté à Bruxelles, au niveau européen, donc l'idée de politique de sobriété énergétique. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que le terme de sobriété était difficile à traduire en anglais, parce que sufficiency et sobriety, quand vous avez, il n'y a pas du tout le même nombre d'occurrences dans les textes, ça ne veut pas dire, c'est pas un terme qui est aussi facilement compréhensible. Et comme ça vient d'être dit, déjà en France, c'est pas si compréhensible que ça. Donc c'est sans doute pas le bon mot. Mais ce que ça veut dire, c'est réfléchir autrement l'horizon de notre vie et réfléchir autrement la manière de définir les politiques publiques. Et à ce moment-là, il y a eu un grand débat entre Français et Allemands sur les politiques de sobriété, qui était que les Allemands disaient vous voulez juste dire qu'on va faire des économies, qu'on va être plus efficace. Et la France essayait de vendre l'idée que non, c'était un concept un peu plus philosophique. Donc ça a complexifié beaucoup les choses. Donc sobriété, je ne suis pas tellement pour, alors que je suis de décroissance, je suis assez pour. Et notamment aussi parce que quand vous êtes dans la précarité, l'idée de la sobriété, c'est quand même un problème. C'est-à-dire que l'idée de dire que quand on est dans la précarité, il faut être encore plus sobre, alors qu'on a déjà une empreinte carbone, une empreinte écologique beaucoup plus faible que les riches et que ceux qui consomment beaucoup, c'est un problème. Le terme n'est pas le bon, mais ne laissons pas tomber décroissance. Et justement, sur cette différence entre les ultra-riches, les riches et les citoyens lambda, finalement, je voulais vous poser la question, Daniel Béguin, est-ce que les actions symboliques ont un impact? Parce qu'il y a quelques années, on parlait notamment de l'interdiction du jet privé, et certains responsables politiques nous disaient mais c'est une goutte d'eau dans le mix, enfin pas le mix énergétique, dans la consommation carbone en France notamment. Mais ça aurait été une dimension symbolique de dire regardez, ça c'est quelque chose qui pollue énormément par rapport au quotidien. Est-ce que les actions symboliques, elles ont un intérêt, notamment dans le fait de ne pas donner l'impression que ce sont toujours les mêmes qui font des efforts? Alors, j'ai interrogé Daniel Béguin, mais si Juliette Nouel veut répondre, moi, les deux me conviennent. Non, mais... je pense que ce symbole est absolument essentiel. Je dirais juste une phrase. Toutes les enquêtes que fait l'ADEME, donc qui est une des grandes agences de la transition liée au ministère de la Transition écologique, donc l'ADEME fait des enquêtes depuis 24-25 ans sur la représentation sociale du changement climatique. Tous les ans, et c'est pas qu'en France, il y a quelque chose qui revient très fort. Les efforts que l'on doit faire pour plus de sobriété, enfin en tout cas pour assurer la transition écologique, la première question
La première condition pour que ce soit accepté par la population, c'est que ça soit juste et équitable. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui ne font aucun effort à côté d'autres qui ont une toute petite empreinte, comme le disait Lucile, et à qui on demande de la réduire encore plus, ça ne sera pas accepté. C'est tout. Donc c'est le blocage de la transition, c'est ce que dit aussi le GIEC. Le GIEC parle de social tipping point, en parlant de la justice et de l'équité, à savoir que si une mesure n'est pas acceptée socialement, eh bien, c'est la fin de la transition, c'est la montée des extrêmes, et c'est pas du tout ce qu'on est en train de voir en ce moment. Je plaisanterie. Allez-y, Daniel. Non, je voulais simplement vous dire que quand on se réveille le matin, c'est très compliqué. On se réveille le matin et on se dit qu'est-ce qu'on va faire d'utile dans la journée. Puis en fait, on est pétri de contradictions. Vous comme moi. Moi, j'utilise mon smartphone en permanence. J'ai mon véhicule automobile et je sais que je dois aller à tel ou tel endroit, y compris pour préserver la nature, négocier avec un maire, aller voir des agriculteurs, etc. Et donc, je participe pleinement à cette société de consommation. Enfin, et en fait, on est toujours en train de se poser la question pour savoir, entre mon comportement individuel et mes besoins individuels, et ce qu'il faudrait faire à pour que la société tout ensemble progresse effectivement vers la prise en compte de la sobriété, il y a une différence fondamentale. Bref, on est écartelé entre notre égoïsme personnel et notre solidarité vis-à-vis du monde. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Je ne sais pas comment on peut vivre ça. Moi, j'ai un garçon de 17 ans. Quand je discute avec lui, quand je vois des paquets d'Amazon arriver à la maison, parce qu'il est mature, et je lui dis, mais c'est une connerie. Et t'achètes à qui? Et quoi? C'est Shine. D'accord, c'est Shine, et ainsi de suite. Et je lui explique par A plus B. Et je lui dis, mais non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut trouver un autre système. Je vais t'emmener, te montrer des trucs. Ah oui, mais c'est vachement pas bien, c'est pas fashion, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et globalement, je me retrouve, moi, coincé, y compris dans ma propre descendance, sur effectivement, cette question entre le besoin individuel d'être dans le monde d'aujourd'hui, moderne, etc. Et tout. Donc, on ne s'inscrit pas du tout dans le principe de la sobriété. Et je ne sais pas comment culturellement on peut sortir de là. Je ne sais pas. Il faut trouver un système pour qu'on puisse vous intéresser à ce qui nous intéresse, mais que ça ne soit pas considéré comme étant une contrainte, que ça soit une espèce d'avenir possible. Mais ce n'est pas évident parce que ça suppose que vous preniez conscience de tout ce qui se passe dans le monde et de votre place, de votre responsabilité dans le monde. Alors, je vais terminer là-dessus en disant, là-dessus, la France, comme d'autres pays, on est mauvais, on est nul. On a été incapable de faire une éducation à l'écologie. Incapable. On est d'une nullité affligeante. On n'est même pas capable de faire des centres d'initiation à l'environnement. Les Français, les 98% des Français ne savent pas mettre le nom sur une fleur, sur un oiseau, sur un mammifère et sur un batracien. Comment après on va les intéresser à la conservation de la nature? C'est pas possible. Notre pays est un des plus mauvais dans l'Europe dans le domaine de la conservation de la nature. 1% du territoire est protégé. Chaque fois qu'on essaie de préserver 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares, c'est une bataille de tous les instants. C'est un truc de fou. Et on a même contre nous les propres ministères. Et donc, moi je ne sais pas, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que vraiment ça dépend de vous. Parce que si on ne trouve pas de solution à ça, dans 10 ans, on va se retrouver dans une situation impossible. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont responsables. Ah, non, mais je suis d'accord, les adultes ont un rôle extrêmement important. On voit la crise agricole, ce qui s'est passé il y a 6 mois, et aujourd'hui la régression considérable dans un certain nombre d'avancées qui nous paraissaient tout à fait essentielles. Aujourd'hui, il n'y a plus de pollinisateurs et il y en aura de moins en moins. Comment on va faire une agriculture vivable, durable, sans pollinisateurs? Ah oui, on va mettre des robots, de la technoscience. Et on va avoir des robots pollinisateurs, mais on marche sur la tête. Le monde vivant est tellement extraordinaire qu'il a tout fait, et de manière absolument fantastique et extraordinaire, pour que ça se passe sans que ça ne coûte rien à l'homme. Et donc, il faudra effectivement trouver des solutions. L'avenir vous appartient. Moi, j'ai 50 ans de militantisme dans la conservation de la nature, dans la sauvegarde du patrimoine naturel. Quelquefois, on est extrêmement optimiste parce qu'on se dit « Ah putain, on a fait des trucs vachement bien. On a vraiment fait bouger les lignes. »
On a le plus grand réseau de la conservation de la nature en France, on a 3000 salariés, on a des bénévoles partout, etc. Mais d'un autre côté, on se dit que c'est presque une goutte d'eau. Voilà. Ce qu'on a fait n'est pas suffisant et le reste vous appartient. Lucille Schmidt, vous vouliez réagir ? Juste 3 petits points. En fait, par rapport à la question des jets privés, je pense que c'est important, et ça a été dit par Juliette, la question de l'exemplarité de ceux qui dirigent, de ceux qui ont de l'argent est essentielle. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que ça ne suffira pas. C'est essentiel de taxer les riches, c'est essentiel de mettre la pression sur eux, de mettre en place des normes qui les contraignent. Mais c'est chacun d'entre nous, et ça vient d'être dit par Daniel, chacun d'entre nous, quel que soit son âge, parce qu'on va arrêter de parler sans cesse de l'âge, qui doit changer. Et là-dessus, ce qui me semble important à dire, c'est qu'on rentre dans l'écologie par ce qu'on est soi. C'est-à-dire que vous pouvez y rentrer, par exemple, vous aimez les animaux, allez-y par rapport à la cause animale. Vous avez envie d'être en bonne santé, regardez ce que vous mangez. Vous aimez vous promener dans la forêt, apprenez à connaître les différentes espèces. Et effectivement, ce qui est effrayant, c'est que vous connaissez sans doute beaucoup plus de noms de marques que de noms d'espèces d'arbres. À partir du moment où vous en êtes conscient, allez vous acheter un petit bouquin et lorsque vous vous promenez en forêt, regardez où sont les espèces d'arbres. Et puis je sais qu'il y a le Shazam des arbres, des plantes, qui est très très bien. Donc ça, c'est un point essentiel. On n'entre pas dans l'écologie par seulement une conversation avec maman et papa qui vont dire que c'est très bien de faire ça. Et même, je pense que ça peut déclencher des réactions inverses. Moi, j'ai vu ça assez régulièrement. Et de toute façon, lorsqu'on est écologiste, on n'a pas toujours bonne presse. C'est-à-dire qu'on peut être ressenti même comme quelqu'un qui est à côté la plaque, qui ne connaît pas ce qui se fait, qui est hors des modes. D'ailleurs, il faut l'assumer, on est hors des modes et puis c'est très bien. Mais voilà, on peut rentrer dans l'écologie par le vélo, on peut rentrer dans l'écologie par le sport, on peut rentrer dans des tas de choses. Et au fond, ce qui est essentiel, c'est de s'apercevoir qu'on est encore davantage soi-même en y rentrant de cette manière-là. En revanche, par rapport à ce que disait Daniel sur la question de l'éducation, moi je pense que c'est au-delà de l'éducation nationale ou je ne sais pas quoi. Le sujet, c'est davantage la transmission. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi, et là-dessus les écologistes doivent se poser des questions, à transmettre davantage, à faire en sorte d'avoir davantage fait évoluer le débat public. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette culture qui a été très forte, je crois, de rester minoritaire et de l'entre-soi? Lorsqu'on pense avoir raison, souvent on reste entre soi, et ça c'est un problème. Il faut aujourd'hui engager la conquête majoritaire, et ce n'est pas seulement un sujet d'éducation. On va justement parler de ces actions individuelles qu'on peut mener. Notamment, on va parler des différents secteurs de pollution et qui ont un impact sur nos vies individuelles. On sait par exemple que l'élevage intensif au niveau mondial est responsable de 80% de la déforestation, que le secteur représente aussi 25% des émissions de CO2 au niveau mondial. Quand on a ces chiffres en tête et qu'on sait qu'en France, en 2022, on consomme en moyenne 85 kg équivalent carcasse par habitant de viande, Daniel Béguin, est-ce que cette consommation, est-ce que c'est encore justifié ? Alors, je vais vous surprendre, mais moi je défends l'élevage. Je défends l'élevage. Et je suis un mangeur de viande, je mange de la viande, je mange avec plaisir d'ailleurs. J'achète auprès des agriculteurs locaux, souvent des éleveurs en bio, etc. Et je fais le distinguo entre manger de la viande à proximité de son territoire en aidant l'élevage, plus particulièrement le maintien en herbe de nos territoires, et tout ce qui est importé. Tout ce qui est importé selon des pratiques sont des pratiques extrêmement désastreuses et défavorables. Et donc quand j'entends le débat, parce que j'entends souvent ce débat en se disant oui, maintenant il faut arrêter la viande, ou il faut la réduire de manière considérable et il faut passer à d'autres formes. Bon, ça peut se concevoir, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que 80% de la biodiversité est liée à l'herbe. 80%. Les céréales, aujourd'hui, la quasi-totalité de l'univers des céréales, ça suppose des intrants, ça suppose des pesticides, ça suppose des phytocides ou des fongicides, ce qui est aujourd'hui la pratique généralisée. Et on voit bien la difficulté du bio dans notre pays, y compris dans le monde des céréales. Les céréales, c'est un appauvrissement de la biodiversité. C'est clair, net et précis. Et donc moi, là-dessus, je crois qu'il faut absolument faire en sorte qu'on puisse privilégier la consommation alimentaire à proximité des territoires,
en lien direct avec les producteurs du territoire. C'est ça qui est essentiel. Tout ce qui suppose de l'importation, de la transformation industrielle, tout ce qui suppose des transports sur le très long terme, tout ça n'est pas acceptable. Donc voilà. Je voudrais donc revenir là-dessus parce que je sais qu'il y a des organisations qui considèrent qu'il faut réduire considérablement l'élevage en France. Ben, si on veut faire ça, qu'on considère à ce moment-là qu'on perd ce qui reste encore, ce qui reste un petit peu encore en matière de biodiversité. Ce n'est pas mon choix. D'accord. Je me permets de vous répondre sur ce point-là parce que, évidemment, sur le local, il y a plein de petites fermes qui font les choses bien, mais on sait par exemple que l'élevage de bovins est nourri en partie par des imports de soja brésilien. Et donc, dans ce cas-là... Ça dépend du type d'agriculteur. Mon voisin, moi je suis dans un petit village, j'ai 3 agriculteurs. Bon, il y en a un qui a un intensif, qui ne comprend rien, donc c'est même pas la peine, on ne va pas imaginer. Il y en a un deuxième qui a compris il y a 3 ans, il n'est pas en bio, il a compris il y a 3 ans, il s'est dit mais j'en ai marre de faire de l'importation, parce que là, ça me coûte cher. Et donc au niveau de mes charges, j'arrive pas vraiment à m'en sortir. Il a décidé d'avoir une approche plus extensive. Il a diminué son troupeau et il utilise essentiellement son herbe, ce qui est produit au sein de son exploitation, ce qui est une démarche intelligente. Ce n'est pas un écolo au sens où on l'entend, mais c'est quelqu'un qui a été pragmatique. Donc je pense que là-dessus, on a bien évidemment des solutions à l'échelle des territoires, c'est de faire en sorte qu'on utilise au mieux les ressources des territoires. Les ingénieurs agro considèrent que l'herbe est fondamentale. Le maintien, pour des tas de raisons, il n'y a pas que l'herbe, il n'y a pas que la biodiversité, la qualité de l'eau. Moi, j'étais à l'agence de l'eau, administrateur de l'agence de l'eau, et je présidais la commission des programmes de l'agence de l'eau Rameuse pendant de très très nombreuses années. On a tous compris qu'il fallait absolument l'herbe. Il faut se battre pour maintenir l'herbe dans notre pays. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On voit bien qu'avec le débat qu'il y a eu dernièrement avec la crise agricole, qu'on va s'orienter de plus en plus vers la production de céréales, parce qu'elle demande moins de main-d'œuvre, parce qu'elle est plus rentable, parce qu'elle bénéficie des aides considérables de la PAC, et la PAC c'est tout le monde, c'est la TVA des États membres, et que globalement c'est bien plus facile d'être un céréalier, de partir en vacances 3 mois par an, plutôt que d'être un éleveur ou un laitier. Vous vous rendez compte qu'il y a des territoires sur lesquels il n'y a plus de lait, il y a des territoires sur lesquels on n'a plus de laiterie, et on va importer du lait. La Bavière qui a développé, le Land de la Bavière en Allemagne, qui a développé intensivement la méthanisation sur son territoire, qui est aussi une connerie d'ailleurs. Il a foutu en l'air le lait, ils ont foutu en l'air le lait, toute leur industrie laitière s'est effondrée. Toute leur industrie laitière, parce qu'ils font tous de la méthanisation, donc ils ne font plus de lait. Ils ne font plus de lait, ils importent du lait. Ils importent du lait de où? Très peu de France, mais ils importent du lait du Brésil, un certain nombre du pays du tiers-monde. On marche sur la tête en matière de coûts écologiques et économiques. Lucile, vous vouliez réagir. Ensuite, Juliette, je vous ai vu aussi vouloir réagir rapidement, toutes les deux. Oui, je pense que ce qui est très intéressant dans ce que dit Daniel, c'est qu'il nous invite à regarder l'agriculture autrement et à construire une autre agriculture. Et aujourd'hui, par rapport à la politique agricole commune, la PAC, on sait très bien que le modèle, les subventions, le type de subvention qui est donné, effectivement, favorise une agriculture intensive, une agriculture intensivement exportatrice. C'est-à-dire que ce n'est pas une agriculture nourricière et ce n'est pas une agriculture locale. Il y a eu de longue date des combats là-dessus pour transformer la politique agricole de l'Union européenne, et notamment menée par les députés verts à Bruxelles, avec l'idée d'asseoir maintenant parce qu'aujourd'hui, c'est assis en fonction de la taille de l'exploitation et non pas en fonction du nombre de personnes qui travaillent sur l'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on favorise les grandes exploitations intensives dans lesquelles il y a peu de main-d'œuvre. Donc on favorise les céréaliers, par exemple, au détriment de ceux qui ont, par exemple, des vaches laitières ou des bovins à viande. On favorise de manière générale toujours les céréaliers, le sucrier, etc. Et donc des cultures très intensives aussi en pesticides, et on favorise en fait une agriculture qui détruit la biodiversité. Il faut modifier le système de subventionnement et il faut que vous soyez conscient que lorsque vous achetez un produit pour alimentaire, il est fortement subventionné. Ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas ça dans la structure de prix. On pense par exemple que le bio est plus cher, mais parce que le bio est nettement moins subventionné, nettement moins favorisé par le système. Et à quoi ça risque d'aboutir? À une agriculture sans agriculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impensé, c'est qu'on est en train d'organiser le dépeuplement
de la ruralité, ou en tout cas de transformer certaines zones en zones où il y aura des résidences secondaires, mais plus de travail, et où il y aura une cohabitation entre quelques agriculteurs finissants ou de très grands agriculteurs de l'agroalimentaire, et puis des gens qui viendront là pour télétravailler. Ça ne va pas. On mérite mieux que ça. Les agriculteurs qui sont engagés pour le maintien de leur métier, qui ont la fierté de leur métier, ne doivent plus continuer à être condamnés par notre politique agricole commune. C'est un point essentiel. Et puis je voudrais terminer en disant une chose, c'est que les prairies, ce sont des puits de carbone. C'est-à-dire que l'herbe, c'est bon pour la biodiversité, mais c'est aussi une manière, la prairie est une manière de séquestrer le carbone naturel, et c'est un point essentiel. Quand il y a de moins en moins, vous savez, il y a de moins en moins d'éleveurs de bovins. C'est en fait le type d'agriculture, le type d'exploitation qui diminue le plus vite. Ce n'est pas normal, c'est exactement ce dont nous avons besoin, et c'est en train de diminuer. Juliette Noël, vous vouliez réagir? Non, je voulais juste dire, parce que certes, enfin, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais que pour régler le problème climatique, il faut quand même qu'on mange beaucoup moins de viande. Hein. Et mon voisin parlait d'organisation, enfin, c'est l'ADEME qui, dans ces 4 scénarios, enfin, le seul qui réussisse à peu près à atteindre la neutralité carbone et qui s'appelle la génération frugale, la neutralité carbone en 2050, qui est inscrite dans la loi depuis 2019, eh bien, on divise notre consommation de viande par 3. Et donc les Français sont quand même des consommateurs de viande parmi les plus... sont parmi ceux qui consomment le plus de viande dans le monde. Donc, on en importe beaucoup. Oui, mais non, énormément. Non, mais j'ai dit que j'étais d'accord avec tout ce que vous disiez. À Burger King, oui. Je sais pas, tout le truc là, machin. Tout ça, c'est de l'importer, hein. Tout ça, c'est de l'importer, y compris la viande des kebabs. Tout ça, c'est de l'importer. Moi, je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il faut consommer de la viande locale et préserver les prairies. Je voulais juste redonner quand même le message que le CAP, et juste préciser aussi que l'élevage, le problème, c'est pas le CO2, c'est le méthane qui est issu des rots, et non pas des paix, des animaux ruminants. Donc, ce n'est pas tous les animaux, ce n'est pas le porc. Le porc, d'un point de vue climatique, ça pose plein de problèmes d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue climatique, ça en pose 10 fois moins que les vaches et le mouton. Voilà. Donc, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Vraiment, le problème pour le climat, ce sont les ruminants à cause des rots, parce qu'ils ont plusieurs estomacs et qu'il y a une fermentation qui fait qu'ils rotent du méthane. On est d'accord là-dessus. Ouais, on est d'accord. Hein, ouais. Mais sauf que ce qui se passe, c'est que la disparition de l'élevage traditionnel dans nos territoires entraîne inéluctablement une augmentation des importations de viande de la quasi-totalité des pays. J'irai encore plus loin dans votre sens, puisque tous les scénarios d'agroécologie qui sont faits par des organismes comme l'IDRI ou comme Solagro, il y a des animaux, du bétail dans toutes les fermes. Pourquoi ? Pour avoir de l'engrais organique et se passer des engrais, c'est-à-dire de la bouse de vache, pour parler clair, pour se passer des engrais chimiques azotés. On a donc parlé agriculture, on va pouvoir parler transport. Aujourd'hui, on sait que 62% à peu près des trajets en voiture font moins de 10 km. Comment on encourage chacun, qu'il peut évidemment, à utiliser un autre moyen de déplacement que la voiture pour ces petits trajets, alors que ce soit le vélo ou bien sûr les transports en commun? Alors je ne sais pas qui voudrait répondre à cette question. Personne? Si, on va y répondre. Je pense qu'il y a des solutions qui sont aujourd'hui bien connues dans les zones urbaines et périurbaines sur lesquelles, effectivement, il faut favoriser la mobilité dite collective. Je pense que d'ailleurs les collectivités ont bien compris. Progressivement, elles prennent le dossier à bras-le-corps. Elles font en sorte que on ait la possibilité d'avoir des transports qui soient accessibles, pas trop chers, et qui, je vois par exemple l'agglomération de Metz, etc., et qui tout doucement, en tout cas, se dirige vers ce qu'on appelle l'électromobilité. La vraie question, c'est pour les zones rurales. C'est très compliqué. Mes voisins, quand ils vont chez le médecin, ils ont 20 km. Ils ne vont pas prendre un véhicule spécialisé pour pouvoir effectivement aller chez leur médecin. Leur masseur est à 20 km plus loin, mais de l'autre côté, dans l'autre sens, et ainsi de suite. Et donc, il y a une vraie question en zone rurale. Moi, je sais que quand j'étais en responsabilité, on avait essayé d'imaginer
utiliser le train au mieux, en tout cas, des besoins des habitants. On avait même trouvé des solutions dans certains villages, à la demande des habitants du village, pour dire, écoutez, on va faire un accès bus à partir du village, et le bus vous permettra d'accéder au train, puis après, vous pourrez aller à la métropole, etc. On a essayé ça plusieurs années, et puis en fin de compte, on a eu 3 clients, et puis après 2 clients, et puis après 1 client. Globalement, on ne peut pas... Voilà. Alors, il y a le covoiturage qui demande effectivement une prise de conscience collective et une confiance à l'égard des personnes avec lesquelles effectivement on covoiture, ce qui est très certainement une option. Reste que pour les zones rurales, je pense que la problématique n'est pas résolue à ce jour. Je sais que moi, je ne vais pas dire que je ne suis pas un adepte de la voiture électrique, j'ai une voiture hybride, mais je crois que j'étais le premier en Lorraine d'ailleurs à avoir une voiture hybride. Bien avant le maire de Metz à l'époque, Jean-Marie Roche, il y a plus de 40 ans, près de 40 ans, une Toyota. Et à l'époque, on était un petit peu des fous et tout. Moi, je pense qu'il faut effectivement aussi avoir de la mobilité, qui soit la mobilité qui ne consomme plus de pétrole et de produits carbonés. Donc, je suis pour l'instant dans l'approche qui consiste à dire l'électromobilité, c'est une solution. Donc la voiture électrique. La voiture électrique. Aujourd'hui, on pense que l'hybride est un bon compromis, mais il faudra arriver à une solution qui puisse permettre à ce que les gens des zones rurales puissent recharger leurs véhicules dans de bonnes conditions. Ce n'est pas toujours évident. Voilà. Alors, technologiquement, on va me dire, bientôt, on va trouver des batteries, on pourra faire 700 km. À ce moment-là, effectivement, on trouvera. Reste que une personne par voiture, ce n'est pas satisfaisant. Il faut effectivement favoriser au maximum le covoiturage. Juliette Nouel, vous vouliez... Alors déjà, je voudrais faire une éloge du vélo, même si tout le monde ne peut pas faire de vélo sur des très grandes distances, mais préciser que le vélo, c'est à la fois une mesure de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc ça s'appelle de l'atténuation en langage climatique, et une mesure d'adaptation. Pourquoi ? Parce que ça c'est moins évident, mais c'est dit dans le GIEC, et les auteurs ne cessent de le répéter, notamment Valérie Masson-Delmotte. Le vélo, ça nous permet de nous maintenir en bonne santé. Et vu ce qui va arriver, les auteurs du GIEC, enfin les scientifiques considèrent qu'être en bonne santé, c'est une mesure d'adaptation. Voilà. Donc c'est les deux. Vélo, c'est atténuation et adaptation. Et de façon générale sur la mobilité, je voudrais dire qu'il faut taper dans les trois buts. Il faut appuyer sur les 3 piliers. 1, moins se déplacer. C'est la première des mesures. Réduire nos déplacements au minimum, ou en tout cas au nécessaire, avec... voilà. 2, passer du thermique à l'électrique. Et 3, covoiturer le plus possible quand on ne peut pas faire autrement. Oui, moi je pense que c'est un sujet très compliqué, parce que je voudrais rappeler que mobilité, ça renvoie aussi à mobilité sociale, et que le fait d'être coincé, par exemple, on le sait, d'être coincé chez soi, dans sa banlieue, de ne pas avoir accès à la vie culturelle, d'être coincé dans son territoire rural, c'est un problème. Donc moi, le sujet de moins se déplacer, je pense que il faut l'intégrer à titre personnel, mais avoir la possibilité de se déplacer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un enjeu de responsabilité collective. Et je vais le dire avec un exemple. Actuellement, j'effectue une mission chez Emmaüs et on a un groupe de travail fondé sur des cas pratiques concernant ce qu'on appelle la mobilité solidaire. C'est-à-dire que les personnes qui sont en grande précarité, y compris des personnes qui sont en grande précarité et qui n'ont pas le permis de conduire, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plutôt un désengagement, un désinvestissement des collectivités locales vis-à-vis de ces populations pour des raisons très simples. C'est qu'il n'y a plus d'argent, donc on fait une hiérarchie de priorité. Et ce sont des associations comme Emmaüs qui se retrouvent en première ligne lorsqu'il s'agit d'aider des gens qui sont coincés, lorsqu'ils doivent faire des démarches administratives, avoir accès, chercher un emploi, avoir accès à leur emploi, faire en sorte de donner à leurs enfants quand même la possibilité d'avoir des activités, de les emmener à l'école, enfin tout ça, c'est un point sur lequel c'est un point noir, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où l'accès à la mobilité est très inégal. Tout à l'heure, ça a été dit notamment par Juliette, la question de l'articulation entre écologie et équité sociale, lutte contre les inégalités, a été mise en avant. C'est un sujet sur lequel la question de la lutte contre les inégalités doit être
en permanence articulé. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment dépassé le traumatisme de 2018 avec les Gilets jaunes. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'il y a une taxe carbone qui augmente et ça tombe du ciel, on n'explique rien à personne, et puis en même temps, il y avait une augmentation des prix du carburant. Donc ça fait une double augmentation, et évidemment, ça pénalise beaucoup plus lourdement ceux qui sont prisonniers de leur voiture, comme Daniel, mais il a une hybride. Et donc tout ça, ça n'a pas été dépassé. Alors, il y a des modalités de mobilité qui ont été mises en place peut-être dans les zones périurbaines, mais la grande ruralité ou la ruralité, ce n'était pas le cas. Et c'est même plutôt en train de régresser. Les communautés Emmaüs, par exemple, dans la grande ruralité, elles sont obligées de plaider pendant des mois et des mois pour essayer d'avoir un arrêt de bus. Et puis ça ne marche pas. Le maire de la commune, il essaie, il les appuie, et puis au niveau de la région, compétente sur les enjeux de mobilité, on dit non. Donc ça ne veut pas dire que tous les élus sont contre, mais ça veut dire que les élus les plus puissants ne voient pas l'intérêt de faire un maillage du territoire qui, en fait, prenne en considération ceux qui sont les plus éloignés de la mobilité et ceux qui sont les plus précaires. Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui votent moins? Moi, je pense que c'est vrai. Est-ce que c'est parce qu'il y a tout le temps un calcul cynique quand il y a moins d'argent? Je pense que c'est vrai. Et je voudrais aussi dire une chose, c'est qu'à la Fabrique écologique, le think tank dont je m'occupe, le cercle de réflexion pour parler français, on a fait une étude sur le covoiturage et la manière dont on incite à covoiturer. Et en fait, c'est une étude qui a montré un truc assez contre-intuitif, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes de subvention au covoiturage encouragent plutôt déjà ce qui existe que ça n'encourage le développement d'autres formes de covoiturage, par exemple dans la ruralité. En fait, on subventionne le covoiturage qui existe déjà autour des plateformes et dans le périurbain ou dans l'urbain, et on n'encourage pas à créer cette activité là où elle n'existe pas. Donc c'est un problème. On est dans une situation aujourd'hui, il y a une régression de la mobilité lorsqu'il s'agit de solidarité. Et du coup, attention à ce que le sentiment d'être coincé chez soi ne soit pas quelque chose... Et même, puisqu'on parle beaucoup des jeunes, passer son permis de conduire quand on a 18 ans, c'est une nécessité dans beaucoup de territoires. Quand vous êtes à Paris, vous avez pas mal de jeunes qui ont 26, 27, 28 ans et qui n'ont pas de permis. Ça montre bien les inégalités qui sont inscrites aujourd'hui dans le territoire et dans le milieu social. Merci à tous. On aurait pu continuer encore longtemps, mais vous avez tous mis l'accent sur la dimension collective de l'écologie, donc on va passer au collectif. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Normalement, il y a des bénévoles qui devraient pouvoir faire passer des micros. Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Alors, moi, je ne vois pas bien d'ici. Alors, il ne faut pas être trop timide, hein. Nos invités se feront un plaisir d'y répondre. Je vois les lycéens qui se regardent. Vas-y toi, il n'y en a pas un qui veut se lancer? La première question est toujours la plus difficile, donc posez la deuxième. Alors, il y a un monsieur là dans le fond qui fera la première et oui, bonjour, la deuxième. Bonjour et merci pour tous ces éclairages. Je dois dire, j'avais une question. Nous sommes une association de Chanville, AMAP, qui encourage le maintien de l'agriculture paysanne, et on est en grande difficulté. À titre personnel, nous sommes tous actifs, on fait des choses, on plante des arbres, on éduque nos enfants, nos petits-enfants, mais pour une ville de 42 000 habitants, malgré nos actions de communication, nous ne parvenons pas à être plus nombreux. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil, ou est-ce que c'est la devise « faites ce que je dis, pas ce que je fais » Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est difficile comme question. Qui souhaite répondre? C'est une question qui traverse tout le monde associatif, hein, toutes les activités. Hein. On est tous dans la même problématique. Hein. Moi, je suis toujours dans le réseau des conservatoires d'espaces naturels. Quand on voit l'âge moyen du conseil d'administration, l'âge moyen des bénévoles, etc., et qu'on se dit, mais bon sang, bonsoir, il n'y a presque personne dans la jeunesse. Il y a pas, on sent que... Et on essaye, hein. On essaye d'informer, on essaye de sensibiliser, on essaye de créer des coups de cœur, on essaye de créer du bonheur, on essaye. Voilà. Mais par rapport à un smartphone, on pèse rien. Parce que c'est eux qui ont l'information. Et c'est eux qui vont effectivement les orienter. Et donc, je n'ai pas de conseils à vous donner. Je pense que la collectivité, quand même, devrait faire un effort. On est sur une ville qui n'est quand même pas une ville de petite taille. Donc, elle devrait effectivement être à vos côtés parce que, à la fois, vous êtes des producteurs locaux, donc du territoire.
À la fois, vous produisez des produits de qualité, des produits qui sont effectivement sains. Et je pense que le rôle de la collectivité, c'est d'être à vos côtés pour vous permettre d'assurer non seulement la pérennité de votre initiative à travers la MAP et les producteurs derrière, mais en même temps assurer votre développement. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même que les élus puissent s'engager en la matière. Merci. Une autre question peut-être dans le public? Personne, c'est sûr? Même devant? Bon, vous avez compris, hein, les jeunes. Hein. Vous avez compris ce qu'il va falloir faire. Hein. C'est un sacré boulot. Vous avez fait la révolution. Hein. Il n'y a que ça. Non, mais c'est vrai, c'est à vous qu'appartient ça. Soyez téméraires, iconoclastes, interrogez-vous sur tout ce qu'on vous assène, toute l'espèce de tracé du monde, tout ça. Interrogez-vous, posez-vous les bonnes questions. Soyez solidaires avec les autres. Voilà. C'est ça qui est important, parce que c'est ça votre avenir. On avait une question au fond. Oui, je voudrais votre avis sur les déchets nucléaires, parce que c'est un problème énorme. Ah bah ça, pour le sous-sol, pour l'étranger. Je pense qu'on sera d'accord tous ensemble. Moi, je me suis mis devant des trains nucléaires à l'époque, il y a longtemps. Et on était des fous, hein, d'ailleurs. Moi, j'étais accusé. Attendez. À l'époque, j'étais accusé comme faisant partie de la bande Abadère. Hein. J'étais surveillé jour et nuit parce que j'étais un terroriste. À l'époque, quand on était écolo, on était des terroristes. Voilà. C'est comme ça qu'on était appréciés. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui, on dit éco-terroriste. Aujourd'hui, on dit pareil. Quand on est contre les méga-bassines, on dit effectivement pareil. Mais à l'époque, je peux vous assurer que c'était solide. Hein. Mais non, les déchets nucléaires, c'est gravissime. C'est gravissime ce qui se passe sur les déchets nucléaires. L'homme a été capable de produire une technologie et il est dans l'incapacité de pouvoir traiter ça. Vous vous rendez compte que la centrale nucléaire de Brennilis, la première centrale nucléaire de France là, en Bretagne, on est seulement en train d'imaginer comment la démanteler et on ne sait pas comment faire. Et on ne sait pas combien ça va coûter. Et on ne sait pas comment on va mettre ces déchets, où on va les mettre. Et si on les enferme sans avoir le processus de réversibilité, c'est prendre un risque majeur pour les générations futures. Globalement, c'est une erreur considérable. Tu l'as dit tout à l'heure, ce choix a été fait à l'époque par Pierre Messmer et Valéry Giscard d'Estaing au nom d'une certaine maîtrise de la production d'énergie sur l'ensemble du territoire national. Mais je pense que caché derrière tout ça, il y avait des grandes entreprises, il y avait des enjeux de pouvoir, il y avait des enjeux de centralité du pouvoir. Voilà, c'est ça qui est absolument essentiel. Mais c'est une erreur fondamentale et dites-le partout. Le jour où il arrive un problème majeur. Moi, j'étais au Japon, à Hiroshima, j'étais invité plusieurs fois à l'anniversaire d'Hiroshima et tout. Donc, on voit bien comment... Le jour où une centrale nucléaire, chez nous, a un problème majeur du type de ce qui s'est passé au Japon ou aux États-Unis, les Français vont demander, et ils seront légitimement en droit de le demander. Et à Thionville, vous êtes en droit de le faire, parce que vous êtes à côté de Cattenom. Demandez à ce que cette production d'énergie soit arrêtée. Ce jour-là, la France est à genoux. La France est à genoux. Sauf si, entre-temps, on fait de la sobriété énergétique et si, entre-temps, on développe les énergies renouvelables. Et pas n'importe lesquelles, et j'en termine là-dessus. Moi, je suis aussi entrepreneur dans le développement des énergies renouvelables. Je ne vous l'ai pas dit, j'ai une petite société. Je travaille sur l'agrivoltaïsme. Le photovoltaïque appliqué à des agriculteurs, à des éleveurs, aux vins, bovins, etc. Et donc, il faut aussi faire très très attention sur la production des énergies décentralisées. Arrêter de surexploiter les forêts au nom du bois énergie parce que la biodiversité et la forêt n'en peut plus. On commence maintenant à avoir les limites du système. Arrêter de développer la méthanisation parce que ça s'est développé de manière considérable et ça a une incidence sur les modes d'agriculture et notamment sur l'agriculture intensive qui fait qu'aujourd'hui une partie importante n'est plus des terres agricoles n'est plus utilisée pour produire de l'alimentation, mais pour produire que de l'énergie. Et donc il y a des modes d'énergie alternatifs qu'il faut absolument contrôler. Lucille Schmid. Oui, sur le nucléaire, je pense que effectivement la question des déchets est un sujet très préoccupant. Et ce qui me semble important, c'est de dire pas seulement en France, c'est-à-dire qu'on sait qu'en Russie, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, que la fonte du permafrost peut entraîner le ressurgissement en fait, du caractère radioactif.
Et donc, la dangerosité du nucléaire est réelle. Après, par rapport à ce que vient de dire Daniel, il faut quand même remettre, ça avait été dit par Juliette, je crois, l'électrification des usages. Et donc cet enjeu d'accroissement très important de la production d'électricité est lié à la transition écologique, climatique. Parce que vous avez bien compris qu'il y a deux pans et que ces enjeux, au fond, d'articuler les deux pans entre la transformation climatique et la question de la préservation de la biodiversité, c'est pas simple. Parce que d'un côté, il y a la transformation de l'industrie, de l'économie, et de l'autre côté, il y a davantage de la préservation, et donc le fait de laisser les choses au repos, et au fond de ne pas encourager la présence humaine. Donc l'enjeu des déchets du nucléaire, c'est un enjeu, mais le sujet, c'est aussi plus généralement ce qui va se passer autour du nucléaire dans son développement, puisqu'aujourd'hui, au fond, le développement du nucléaire a été acté, et qu'il y a une modification de la manière de produire le nucléaire qui a aussi été actée, notamment avec l'idée qu'on va pouvoir développer ce qu'on appelle les Small Modular Reactors, c'est-à-dire des petits réacteurs nucléaires qui seraient davantage disséminés. Et l'autorité de sûreté nucléaire a, dans son dernier rapport, développé a écrit tout un développement sur les enjeux de sûreté et de sécurité qui sont posés par cette dissémination nucléaire. Donc les déchets, oui, mais l'enjeu de dissémination est important aussi parce que qu'est-ce que vont faire ces SMR? L'idée, c'est de les adosser en fait, à des unités de production industrielle et qui fournissent l'électricité, l'énergie nécessaire au processus de production industrielle. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait jusqu'à présent et c'est souvent présenté, ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire, par des acteurs qui ne sont pas conscients des enjeux de sûreté habituels. Donc l'autorité de sûreté nucléaire va développer un service spécialisé là-dessus. Et tout l'enjeu, c'est au fond d'avoir du débat démocratique et de savoir ce qui se passe, de la transparence. Parce que, encore une fois, dans les années 70, ça s'est développé sans association des citoyens. Aujourd'hui, il y a ce sujet des déchets, mais il y a aussi l'enjeu du démantèlement, comme ça a été rappelé par Daniel. Et par ailleurs, je vais le dire très franchement, on ne se passera pas du nucléaire à court terme, ni même à moyen terme. Donc on est dans une situation où on doit accepter cette énergie, on doit accepter même son développement, mais on doit, nous, citoyens, être en mesure de comprendre ce qui nous arrive, de le contester, d'organiser des débats et de faire en sorte que les choses ne se passent pas dans notre dos, tout en mettant l'accent sur la diversification des ENR. Non, on ne va pas faire un débat sur le nucléaire, mais je veux simplement dire que moi, je pense qu'on peut se passer du nucléaire. Oui. On peut se passer du nucléaire. Aujourd'hui, en ce moment, il y a le débat. Là, le gouvernement est en train de refaire ce qu'on appelle le programme pluriannuel de l'énergie. Et on s'aperçoit avec saisissement que la programmation énergétique, avec saisissement que la part du solaire et la part de l'éolien est moins importante que ce qui avait été prévu au plan précédent. On voit bien que les gens qui sont les tenants du nucléaire, ils ont peur d'une seule chose. Ils ont peur que le nucléaire s'effondre parce qu'il doit s'effondrer. On est parfaitement capable, avec de l'agrivoltaïsme et du photovoltaïque, y compris sur les bâtiments, et le développement modéré et intelligent de l'éolien, de fournir la quasi-totalité de notre énergie. Et avec l'hydrogène, on saura le stocker. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et je termine là-dessus. Aujourd'hui, ce qui est prévu sur le développement du photovoltaïque, c'est que aujourd'hui, la surface des golfs du territoire national est supérieure à ce qui est prévu comme installation photovoltaïque sur le territoire national. Gardez bien ça à l'esprit. Daniel, on aura compris que Juliette et Lucille ne sont pas d'accord avec ce que vous avez dit, si je ne dis pas de bêtises. On a encore le temps. Moi, je suis évidemment, d'un point de vue climatique, pas du tout d'accord, mais quelque part, j'en peux plus de ces débats sur le nucléaire. On est là, ça serait mieux de terminer sur autre chose, je pense. Eh ben, je crois qu'on a encore une question, je l'ai vue, là-bas dans le fond, à droite. Ah oui, il y avait aussi devant aussi. Ah oui, je ne l'avais pas vu, jeune homme. Quel conseil vous pourriez nous donner pour qu'on continue de s'investir dans l'écologie? Parce que c'est vrai que des fois, quand on regarde l'exemple des États-Unis, on n'a pas l'impression d'agir vraiment à l'échelle mondiale. Donc, quel conseil vous aimeriez nous donner? Alors moi, je crée un collectif. Si toi tu veux le faire, trouve des copains, des copines et soyez ensemble, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être seul.
hein. Et puis après, aller voir d'autres groupes, mais vraiment le côté collectif, parce que c'est assez démoralisant de promouvoir l'écologie. Et donc, il faut vraiment se serrer les coudes et pas être seul dans son coin. Avant tout, le collectif. Chaque petite bougie éclaire le monde, comme disait quelqu'un. Donc, je pense que soyez courageux. Voilà. Gardez vos convictions. Allez jusqu'au bout. Enfin, n'ayez pas peur. De toute façon, ce monde sera le vôtre. N'ayez pas peur. Moi, je pense que quand vous posez la question, vous parlez d'écologie de manière générale. Et en fait, je crois qu'il ne faut jamais passer la première étape, qui est d'apprendre. C'est-à-dire que la question des savoirs est essentielle aujourd'hui, et ce n'est pas un hasard si Donald Trump, Elon Musk et J.D. Vance s'en prennent aux universités américaines, à la science, à la recherche, parce que, en fait, que le peuple soit ignorant, ça les arrange. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire une chose, c'est, pour l'instant, vous pouvez vous engager, vous pouvez être courageux, mais enfin, pour être courageux, il faut déjà savoir ce qu'on pense. Et donc, n'hésitez pas à vous plonger dans les livres. N'hésitez pas à lire à la fois des romans et des ouvrages de science, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le romanesque écologique est en pleine explosion, c'est incroyable. Et on raconte des histoires absolument palpitantes, enfin, je pourrais en parler des heures, mais en tout cas, plongez-vous dans les livres et ne pensez pas que les livres sont contradictoires avec l'engagement politique. Parce que la première chose que nous avons à reconstruire aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'être courageux, c'est d'être courageux au bon moment et au bon endroit. Par exemple, n'hésitez pas à faire de la politique, ne pensez pas que le monde du pouvoir, vous êtes étranger. Mais ça, faites-le quand vous saurez qui vous êtes, ce que vous pensez, et ça ne vous prendra pas trop longtemps, vous faites-le en même temps. Mais par exemple, moi, j'ai adoré discuter avec le mathématicien Cédric Villani. Je lui ai posé cette question, je lui ai dit, quand tu t'es retrouvé en politique, est-ce que vraiment tu t'es pas senti comme un huron? Il m'a dit oui, je comprenais rien. Et pour la première fois, moi qui étais médailleuse en mathématiques et qui était extrêmement reconnue au niveau international, quand je voulais me présenter à une élection, j'avais 0 voix. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à changer dans ce monde du politique. Y remettre du savoir, y remettre de l'implication. Mais d'abord, à mon avis, promenez-vous, allez dans la forêt, lisez des livres et vous serez courageux en sachant ce que vous pensez. On avait encore, je crois, 2 questions. Il y en a plus du coup, mais on n'aura plus énormément de temps. Mais... Merci de me permettre de m'exprimer. Je n'ai pas entendu parler des PNR et donc des parcs nationaux régionaux. Et je pense notamment à Natura 2000. Sur une commune dans le Finistère, sur la commune de Goulia, il a été installé il y a environ une vingtaine d'années des éoliennes. Nous sommes à 2 km de la mer. Je vous cite Goulia, j'aurais pu citer le Cantal, le Mercantour. Vous parliez de déchets nucléaires. Je suis un promeneur régulier et je suis déçu du système collectif qui a été mis en place avec les éoliennes. Donc, est-ce que vous pouvez donner des explications ou des argumentaires sur ce sujet? Merci. C'est un choix difficile, les éoliennes. C'est-à-dire, la question, c'est comment on produit de l'énergie. Alors moi vous avez bien compris, hein, je suis foncièrement anti-nucléaire. Enfin, la production nucléaire m'interroge, les déchets, etc. Donc, à partir de ce moment-là, on a 2 solutions. Soit la quasi-totalité de la société française réduit sa consommation d'énergie, et de manière, oui, mais là, ça sera de manière drastique, soit on trouve des sources d'énergie alternatives. Et je l'ai dit tout à l'heure, les sources d'énergie alternatives, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. La forêt, ce n'est pas un système inépuisable, c'est un système renouvelable, mais il n'est pas inépuisable. Et quand je pense qu'on importe aujourd'hui des bois de déforestation d'Indonésie ou d'ailleurs pour pouvoir alimenter les centrales biomasse de l'ouest de la France, toute la Bretagne, ça vient en cargo d'Indonésie, hein, toute la Bretagne, voilà. Donc il n'y a pas de solution. La méthanisation, il n'y en a pas et tout. Alors sur l'éolien, je vais dire presque c'est un moindre mal. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. C'est un impact considérable. C'est un nouvel objet dans le territoire. C'est un grand truc. C'est sûr que ça fait mal. C'est pas évident hein, d'accepter d'avoir de l'éolien à proximité de chez soi. D'ailleurs, ça va être bientôt le même débat pour le photovoltaïque. On va nous dire, mais regardez, c'est moche. C'est 15 hectares, c'est 20 hectares, etc. L'avantage et la différence entre le nucléaire et l'éolien et le photovoltaïque, c'est que l'éolien et le photovoltaïque, c'est réversible. Si demain, on a une autre solution, on peut enlever ça.
Ça s'enlève complètement, ça se démantèle, ça s'enlève, et maintenant ça se recycle à 97 ou 98% de par la loi. Donc je conçois qu'effectivement ça soit une difficulté. Et pour en terminer sur les PNR, gardez bien à l'esprit qu'un parc naturel régional, ce n'est pas un espace protégé. Alors le gouvernement français raconte partout que tout ça est protégé, c'est du baratin. Un parc naturel régional n'a pas de contraintes sur son territoire. Moi, je préférais qu'il n'y en ait pas. Au moins, les Français, on serait clairs. Il n'y aurait que les parcs nationaux, les réserves et les zones qui sont acquises par les associations d'espaces naturels. À peine 1% du territoire national. Tout le reste, ça n'a pas de signification. Est-ce que l'une d'entre vous veut réagir? Et sinon, on va prendre... Il y a une question là, et on va prendre juste après celle de devant, et ensuite on vous laissera répondre. J'avais une question. Vous aviez mentionné les voitures hybrides qui fonctionnent à moitié avec un système électrique et thermique. Mais vous ne craignez pas que ça crée des fossés des deux côtés, donc du côté thermique avec le pétrole et du côté des voitures qui fonctionnent à l'électrique? Donc on va prendre la question de la jeune fille devant et on reviendra sur ta question juste après, donc sur l'efficacité finalement de la voiture hybride. Juste devant. Tu le fais passer. Je viens de l'autre côté. Justement, ça rejoint un peu la voiture, parce que qu'est-ce que ça serait vos solutions pour alimenter les voitures, parce que le pétrole, c'est pas illimité, et les batteries. Les batteries, ça se recycle pas, donc c'est pas durable non plus. Donc une question sur l'efficacité de la voiture hybride et une autre question effectivement toujours sur les voitures. Alors je crois que Juliette Nouel voulait prendre la parole et puis Lucille Schmid. Et du coup la deuxième question c'est effectivement sur qu'est-ce qu'on fait à la place de ce qu'on a actuellement. On prend son vélo. Non, alors au-delà de la joke, effectivement, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur les voitures hybrides et qui ont montré que les gens utilisaient quasiment que la partie essence et pas du tout la partie électrique, parce que voilà, c'était comme ça. Hein. Donc, on est sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'à la fois, on a créé une empreinte carbone énorme en fabriquant une batterie qui ne se recycle pas, comme disait mademoiselle, et en plus, on continue à polluer, parce que le problème du pétrole, c'est non seulement qu'il n'est pas en quantité illimitée sur Terre, mais qu'en plus, il émet énormément de CO2. Hein. Donc oui, le côté hybride, c'est une fausse bonne solution, et je dirais... ce que j'ai dit encore tout à l'heure, hein, c'est que la première des choses est la plus difficile, parce que en fait, mobilité dans la tête des gens, et dans la mienne aussi, égale liberté. Hein. La mobilité, c'est la liberté. Et la première des choses à faire, c'est de réduire notre mobilité, réduire notre nombre de déplacements et de la distance. Voilà. Et c'est pas marrant. Lucille ? Oui, moi je voulais dire une chose, c'est par rapport à la propriété. Comment est-ce qu'on met en place une économie des usages par rapport aux voitures ? Alors, on l'a déjà, et taisez-vous, je parle, on l'a déjà par rapport au covoiturage, mais par exemple, lorsqu'on envisage d'acheter une voiture, c'est souvent sa voiture, c'est-à-dire que c'est ma voiture, et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui sont seuls dans leur voiture ? Parce que la voiture, c'est une sorte de prolongement, j'allais dire, de leur chambre, enfin, on écoute sa radio, on est bien, et quand on a une vie difficile, on est bien dans sa voiture. Et donc, il faut revoir je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on soit mal dans sa voiture, mais si c'était possible d'acheter des voitures ensemble, si c'était possible, quand on est puisqu'on peut être un groupe d'amis, de se dire tiens, on va s'acheter une voiture, d'en discuter et d'en faire une décision qui soit pas seulement individuelle, je pense que ça serait assez intéressant. Et par rapport à la question des batteries qui ne se recyclent pas, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on veut que quelque chose soit recyclé. On met le paquet, on met de l'argent, on investit, on en fait une priorité. Et donc, toute la question, c'est au fond sur ce sujet-là, sur lequel il y a eu pas mal de discussions dans la table ronde précédente, comment est-ce qu'on met l'argent au service d'une innovation qui soit durable ? Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours pas la priorité que l'innovation soit durable. Et donc, comment on fait pour que quand on met des voitures électriques sur le marché, on sache que la batterie va pouvoir être recyclée ? Simplement, je vous renvoie, puisque j'ai parlé de bouquins, à Philippe Biwix, que vous connaissez peut-être, qui est un grand adepte qui a lancé tout ce truc du low-tech et qui a développé l'âge des low-tech, qui avait écrit ce bouquin il y a une dizaine d'années, où il dit bien que rien n'est recyclable à 100%.
Au maximum, ça peut être recyclable à 50-60%. Donc le mieux, c'est de substituer à la propriété une vision de l'usage. On aura une voiture en commun et en plus, ça nous permettra de faire ensemble des chouettes sorties. Mais évidemment, quand on n'habite pas du tout au même endroit, c'est un peu compliqué qui gardera la voiture. Ça vous obligera à discuter de questions qui sont des questions politiques. À qui on fait confiance, où est-ce qu'on la gare, etc. Bon, tout devient politique, en fait, avec l'écologie. C'est ça qui est passionnant. Et ça fait redescendre la politique dans notre vie quotidienne. Et donc, faites de l'achat d'une voiture, faites du partage d'une voiture, une décision collective, ça me semble important. Moi, la voiture, maintenant, j'en ai plus. Et pourtant, j'adorais avoir ma voiture. Mais j'ai décidé que non, mais parce que je l'ai donnée et maintenant, elle est partagée. Et ça, c'est marrant, quoi. C'est un truc intéressant de se dire qu'il faut des voitures, il faut du nucléaire, mais il faut raisonner différemment par rapport à la manière dont on achète une voiture, on considère le nucléaire, etc., etc. Merci Lucille, merci Daniel, merci Juliette Nouel, merci à tous d'avoir été présents. Merci pour vos questions. Le festival Politeia continue, vous avez des food trucks sur la place de la Liberté pour manger, vous avez la librairie à Puzzle et vous avez des programmes un peu partout dans la ville si vous souhaitez d'autres. C'est quoi la suite ? Tu peux signaler la leçon d'écologie d'Alain Bougrain-Dubourg. Tout à fait, et vendredi 14 mars à 13h30 à La Scala, il y a une leçon d'écologie d'Alain Bougrain-Dubourg si vous voulez poursuivre sur le sujet. Merci à tous, bonne journée à tous et à toutes.